Après avoir vu les fondations, on va voir ce qu'on va venir poser sur ces fondations. Et ce qu'on va venir poser sur ces fondations en premier lieu, ce sont les maçonneries enterrées. Voilà. Donc, je vous dis qu'à l'issue de cette capacité, vous serez capable d'estimer au bordereau des maçonneries enterrées et de faire le DQE, le devis quantitatif estimatif de ces ouvrages. Alors, d'abord, on va voir ce que c'est du mortier. Donc, le mortier, à la différence du béton, c'est du sable, du ciment et de l'eau. On va voir qu'il y a trois types de mortier. Il y a le mortier de ciment qui est utilisé pour bâtir des agglos de béton, des parpaings, réaliser des chapes ou des enduits. Voilà, on va faire une chape avec un mortier de ciment ou un enduit, ce qu'on appelle un crépi, ce qu'on voit ici par exemple. Voilà, ça peut être fait au mortier de ciment, parce que celui-là, pour le coup, c'en est pas un. Le mortier de chaux utilisé pour bâtir ou rénover des murs en pierre ou en briques et réaliser des enduits. Là, pour le coup, c'est un mortier de chaux. On le voit à l'aspect, avec le métier, déjà il n'a pas la même couleur, puis il n'a pas le même aspect. Donc le mortier de chaux, lui, c'est pour la pierre et pour des enduits, des jolis enduits. Et le mortier bâtard, avec un mélange de ciment et de chaux, voilà, pour les mêmes ouvrages à réaliser qu'avec du mortier de chaux, toujours pareil, pour la pierre et pour des enduits. Voilà. Alors la composition du mortier de ciment, pour 1 mètre cube de mortier, 1200 litres de sable, 1 mètre cube de sang, pour les mêmes raisons que pour le béton, on avait 800 litres de gravier et 400 litres de sable. Au total, ça nous faisait 1200 litres. Là, on a exactement la même proportion. Voilà. Et puis après, 300 à 350 kg de ciment pour du mortier à bâtir, 400 kg de ciment pour du mortier de chape, par exemple, ou le gobti, on va voir que c'est la première couche d'enduit, 4 à 150 à 600 kg de ciment pour les enduits. Voilà. Et l'eau en fonction de l'humidité du sable, sinon on met la moitié du ciment, mais ça bon, les gars le voient sur place, sur le chantier. Voilà. La composition du mortier bâtard de base, on va dire, pour 1 mètre cube, 1200, 1 mètre cube 200 de sable toujours, 220 kg de ciment, 160 kg de chaux, 180 litres d'eau. Alors, en moyenne, on va prendre ça pour l'étude de prix, pour ceux qui font l'étude de prix, mais ça c'est très variable, c'est très variable suivant l'usage qu'on a à faire du mortier bâtard. Voilà. Donc avec ce mortier, on va construire des murs comme on voit ici. Donc le mortier c'est ce qui vient là, voilà. Donc on va faire ce qu'on appelle des joints de mortier. Un joint de mortier lorsqu'il est en place, mesure 1 à 2 cm d'épaisseur. Voilà. Là, ils sont en train de faire ce lit. Il a fait le lit de mortier. On appelle ça un lit de mortier. Il est en train de régler ses parpaings. Il les a juste posés. Là, on voit qu'ils sont pas bien alignés. Et là, ce qui dépasse du mortier, c'est ce qui se passe quand on vient poser le parpaing. Un parpaing, ça pèse, on va voir, une petite vingtaine de kilos. Donc là, ce qui dépasse, ça s'appelle les balèvres. Voilà. Et on vient le gratter après avec la truelle. Et c'est ce que vous retrouvez en dessous. Voilà. Donc, les murs enterrés, on appelle ça aussi des murs de soubassement pour un pavillon de plein pied, mais pas que. On appelle ça un mur de soubassement aussi pour un bâtiment plus important, à partir du moment où il est fait avec des parpaings. Voilà. Il est réalisé en maçonnerie de petits éléments, qui peuvent être des parpaings creux, des parpaings pleins ou des parpaings semi-pleins. On va voir la différence après entre ces différents matériaux. Soit en béton, voilà, et à ce moment-là, en béton, ça s'appellera un libage. Ça s'appellera pas un mur de soubassement. On verra ça avec un peu plus tard. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Donc, ce qu'il faut, c'est que les murs enterrés soient faits avec des matériaux qui résistent à l'humidité. Donc, on va éviter de faire des murs enterrés en bois ou en plâtre. Alors maintenant, il existe des briques capables de résister à l'humidité. Donc,
depuis peu, on peut faire des murs enterrés en briques, mais attention, hein, attention. Déjà, ça va dépendre de la nature du sol. Faites attention à ça quand même. Voilà. Donc les murs de soubassement sont positionnés sur l'axe des fondations, hein, c'est-à-dire sur l'axe de la semelle, hein, ou sur la longrine. Et quand je suis en limite de propriété, comme on avait vu pour les fondations, on peut avoir des semelles excentrées, et à ce moment-là, le mur viendra d'un côté, sur un côté de la semelle. Voilà. Donc les différents types de parpaings qu'on appelle aussi des blocs, hein, des blocs agglomérés de béton. Donc il y a les blocs creux, il y a les blocs perforés qu'on appelle aussi blocs allégés ou pleins allégés, et les blocs pleins. Voilà. Donc un bloc creux, c'est ça, hein, pour tout type de mur. On va même l'utiliser pour des murs de soubassement, parce qu'on va voir qu'il y a plusieurs résistances de parpaings. On fait des parpaings avec plus ou moins de ciment, ce qui fait qu'ils sont plus ou moins résistants. Hein. Voilà. Donc le bloc creux, c'est ça. Un bloc perforé, c'est celui-là. Voilà. Alors après, il y a le bloc plein. Il n'a pas de trou comme ça, il est carrément plein. Voilà. Ça pèse, suivant les marques, 17 kg à 20 kg, suivant le nombre d'alvéoles. On appelle ça des alvéoles. Voilà. Là, il est posé à l'envers par rapport au mur. Hein. Sur le mur, bien sûr, on le pose dans l'autre sens pour pouvoir poser le lit de mortier par-dessus. Hein. Voilà. Ça, déjà, un bloc creux comme ça, enfin, excusez-moi, un bloc allégé comme ça, c'est semi-plein. Ça pèse, suivant les marques, 30 à 40 kg. Et le bloc plein, 40, 45, 50 kg le bloc. Hein. C'est à la fin de la journée, on est calmé. Hein. Voilà. Après, on a des blocs à bancher. Blocs à bancher, donc je viens mettre des aciers. Alors ce qu'on voit pas, c'est qu'ils font une sorte de U comme ça là sur le côté, en haut en bas. On vient passer des aciers ici, puis des aciers filants aussi en montant. Donc ça nous permet de faire des murs extrêmement résistants, aussi résistants qu'en béton. Donc ce genre de construction, c'est quand on peut pas faire un mur en béton, par exemple pour de la rénovation dans un sous-sol, pour une piscine dans une cour, si j'ai pas la place de passer avec les matériels de coulage de béton, je viens mettre des blocs à bancher, voilà. Les blocs poteaux ou ce qu'on appelle blocs d'angle, donc ce sont des parpaings comme ça, mais avec au bout un carré. Alors là, un losange, il est disposé dans l'autre sens, sinon il pourrait être aussi dans le sens des alvéoles. Hein. On appelle ça un bloc d'angle, parce qu'on va voir qu'on va faire passer de l'acier à travers, là, à filer des aciers de la semelle de fondation jusque sous la charpente. On appelle ça un raidisseur vertical. Voilà. Après, à bout de plancher ou planelle, donc ça, pareil, ça fait une largeur de 5 ou 7 cm et demi, et c'est ce qui vient remplacer le béquet quand on a parlé de longrine à béquet. Voilà. Les blocs chaînage ou blocs U, qui viennent permettre de passer des aciers, du béton là, dans le U, là, dans cette cavité, pour venir réaliser un chaînage, c'est-à-dire la ceinture d'un mur, en tête de mur, ou au niveau d'un chaînage, on aura l'occasion de voir à quelle occasion, dans quel cas on utilise un bloc chaînage. Pour des linteaux aussi, par exemple, on va les utiliser.